Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24 et au sommaire de l'actualité, les résultats des élections présidentielles toujours incertains au Kenya alors que la commission électorale et de délimitation indépendante procède toujours au comptage et vérification des votes. La Cour suprême du pays s'est saisie d'une inéligibilité déposée contre les candidats William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua. Bonne nouvelle pour l'économie malienne, ce vendredi 12 août, le pays a apuré intégralement sa dette extérieure qui s'élevait à hauteur de 85,5 milliards de francs CFA. L'apurement a été facilité par le recours au marché de titres publics. Et enfin, le Gabon souhaite favoriser l'expansion de l'entrepreneuriat et pour ce faire, le pays envisage d'investir dans le numérique, une initiative qui s'inscrit dans son projet e-gouvernement, programme de numérisation du service public gabonais. Mais d'abord, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a procédé à un remaniement ministériel ce samedi 13 août. Il a nommé 13 nouveaux ministres s'agissant notamment des ministères de l'industrie, de l'éducation, de l'immigration, de la santé ou encore de l'irrigation de la main-d'œuvre des affaires publiques. Une décision prise afin d'améliorer les performances du gouvernement dans différents domaines, mais aussi à protéger les intérêts et les capacités de l'État, a indiqué le président. Ce remaniement ministériel a été soumis pour approbation au Parlement qui s'est réuni en session extraordinaire le même jour pour l'approuver. Je le disais donc en titre, le dépouillement des votes se poursuit au Kenya alors que les Kenyans sont passés aux urnes le 9 août 2022. La commission électorale et de délimitation indépendante procède toujours au comptage et vérification des votes. Les résultats ne sont que partiellement officiels, d'autant plus que la Cour suprême s'est saisie d'une inéligibilité déposée contre les candidats William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua. Et pour cause, l'intégrité de ce dernier est remise en cause par les plaignants depuis le 8 août. Les détails nous sont donnés par Nathalie Mou. La Cour suprême du Kenya s'est saisie d'une requête en inéligibilité déposée contre le biais William Ruto et Rigathi Gachagua, candidats à la présidentielle. Le 12 août 2022, l'instance judiciaire a décidé de statuer sur une pétition signée par 11 leaders politiques, parmi lesquels Johnson Sakaja, candidat au poste de gouverneur de Nairobi. Depuis le 8 août 2022, les plaignants ont pointé le manque d'intégrité de Rigathi Gachagua. Il a été reconnu coupable de corruption en juillet 2022 et condamné au remboursement de 202 millions de shillings. Cette plainte déposée à la veille de la publication des résultats au Kenya a tout l'air d'une instrumentalisation de la justice en vue d'éliminer un ticket potentiellement élu ou disons éventuellement qui a beaucoup de chances d'être élu. Donc le timing choisi est très mauvais, mec. La commission électorale et de délimitation indépendante, l'IEBC et le parti Kenya Kwanza réclament que la Cour suprême classe cette affaire. Selon les deux organes, un procès en inéligibilité pourrait avoir des conséquences fâcheuses en cas de victoire de William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua à la présidentielle. Il va être difficile au cas où Ruto Gachagua gagnerait. Il va être difficile d'entamer un mandat en traînant comme un boulet une réputation de sale corrompu. Dans un pays considéré comme démocratique, on ne va pas reprocher à un groupement de déposer plainte comme ils veulent par rapport à un dossier dont ils ont les éléments. La pétition a été déposée sous certificat d'urgence et demande à la Cour suprême de donner des directives d'ici le 26 août 2022. Cependant, l'IEBC doit publier les résultats de la présidentielle qui s'est tenue le 9 août 2022 dans un délai constitutionnel de 7 jours après le vote. Et au Togo, les pêcheurs sont sous l'eau. Le ministre de l'économie maritime et de la pêche et de la protection côtière, Idem Kokou Tengue, a suspendu toute activité de pêche sur le lac Nangbeto pour la période allant du 15 août au 15 novembre 2022, période correspondant au repos biologique des poissons. Une suspension qu'il justifie par sa volonté de respecter la période de repos des poissons sur ce lac. D'après ses dires, ce repos vise à favoriser le repeuplement
détournement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Il a également précisé que toute personne qui exerçait une activité halieutique sur le lac sera condamnée selon la loi en vigueur. 85,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette extérieure du Mali qui a été intégralement apurée par le pays. L'annonce a été faite par le ministre malien de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, le vendredi 12 août dans un communiqué. Pour rappel, ce dernier avait indiqué le 30 mars dernier qu'en raison des sanctions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le pays ne pouvait honorer ses engagements financiers. Les détails nous sont donnés par Nathalie Mou. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, a annoncé le 12 août 2022 l'apurement de l'intégralité de la dette extérieure du pays d'un montant d'environ 85,5 milliards de francs CFA. La levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur le Mali affiche des résultats positifs. Suite à ces sanctions, le Mali avait déclaré son incapacité à honorer ses engagements financiers le 30 mars 2022. En cas de levée de sanctions monétaires, le pays peut à nouveau donc se financer par l'émission de titres, ce qui lui permet à nouveau d'honorer ses engagements de dette. L'opération de paiement de la dette a été rendue possible grâce à l'émission spéciale de bons et d'obligations du Trésor organisée le 9 août 2022. Un recours au marché des titres publics qui a également permis le paiement du reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA. Les pays se financent principalement grâce à de la dette publique et à l'émission de titres, ce qui est le cas du Mali par exemple. En cas de sanctions monétaires, le pays devient économiquement paralysé et cela impacte ses transactions commerciales. Au 31 mars 2022, le Mali accumulait des échéances de titres non payés d'une valeur de 205 milliards de francs CFA. La levée des sanctions de la CEDEAO en juillet 2022, outre les avantages financiers, permet au pays de reprendre les échanges commerciaux avec les autres États de la sous-région. Les femmes camerounaises issues des zones rurales sont mises sur un piédestal par le projet VPMO de l'association Bolo Évariste, un projet qui consiste à soutenir ces femmes qui travaillent activement dans la transformation de certains produits agroalimentaires et de nettoyage. À ce propos, Séverine Douque nous donne plus de détails. Les femmes d'Okola, localité située à 25 km de la capitale camerounaise, à l'école de l'autonomisation à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Au menu de la rencontre, la formation à la production de certains produits de première nécessité, notamment le savon, le vinaigre, le menthol ou encore l'eau de javel. Ce qui m'a motivée pour le choix, c'est la précarité qu'il y a dans les villages et la pauvreté. Compte tenu de coût de vie qui est très élevé, j'ai donc voulu qu'on fasse ces modules-là pour que la femme ait son autonomisation. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir aller acheter les choses en ville tout le temps. Donc quand nous avons la matière première, nous pouvons nous-mêmes fabriquer nos menthols pour soigner nos genoux, les baumes pour soigner les pieds, le savon pour laver les habits. Dans un contexte marqué par une hausse des prix des produits de première nécessité, la société civile multiplie les initiatives pour améliorer le pouvoir d'achat des femmes en zone rurale. Une action qui s'inscrit en droite ligne avec les mesures gouvernementales pour faire face à la hausse généralisée des prix sur le marché national et international. Le but, c'était effectivement de donner, outiller les femmes en zone rurale pour qu'elles puissent trouver des plans B. En ville, on a peut-être des plans B, au village, ça peut être difficile. Et le savon, l'eau de javel, tous ces instruments qui nous aident dans le ménage, dans la gestion de la famille, consomment énormément le budget de la femme. Et donc, c'était une occasion de leur apprendre comment fabriquer soi-même et faire des économies. Selon le programme alimentaire mondial, les femmes rurales camerounaises contribuent à 80% à la production alimentaire. Pourtant, elles peinent à accéder à certains produits de base. Développer les entreprises locales dans le secteur du numérique, c'est le nouveau défi que se lance le Gabon. Le pays ambitionne d'investir dans le digital afin de permettre une transformation structurelle. C'est d'ailleurs l'objet de son projet e-gouvernement, un programme de numérisation du service public gabonais. À ce propos, Amenedi nous en dit davantage.
En vue de favoriser l'expansion de l'entrepreneuriat, notamment par la création de start-up, le Gabon, 6e pays le plus connecté d'Afrique, a mis en place un plan d'accélération de la transformation 2021-2023. Axé sur le développement d'entreprises locales du numérique et la réussite du projet et gouvernement, il met en évidence le potentiel inexploité du développement du digital et identifie les secteurs dans lesquels ce dernier pourrait rapidement croître. L'enjeu majeur du gouvernement est d'accélérer la digitalisation des entreprises et des services publics avec pour objectif de faire de l'État un acteur pilote de la transformation digitale et faire entrer pleinement les principales entreprises gabonaises dans l'ère du digital. Selon un document intitulé « Transformation digitale, emploi des jeunes et agenda 2063 en Afrique centrale », les économies d'Afrique centrale connaissent un lent progrès en matière de création d'emplois par le digital en raison de fortes contraintes structurelles. Moins de 48 personnes sur 100 ont accès à l'électricité. Au vu de ces enjeux économiques, socio-sanitaires, les acteurs de l'espace francophone ont tout à gagner dans une coopération transparente et constructive, conduisant à la réalisation d'infrastructures de dernière génération et à l'échange de co-investissements, renforçant le développement de l'intérêt qui nous est commun à tous. Face à un contexte d'assèchement progressif des revenus pétroliers et un secteur numérique ne représentant que 5% du PIB, la diversification économique apparaît comme une urgence pour promouvoir les investissements dans le numérique au Gabon. Vers la fin d'un dialogue de sourds entre l'Union générale tunisienne du travail et le gouvernement tunisien, les négociations salariales entre les protagonistes étaient particulièrement houleuses pendant le mois de juin 2022. Mais ce mois d'août laisse entrevoir qu'un dialogue social est en cours entre la chef du gouvernement Najla Bouden, le secrétaire général de l'UGTT Noureddine Taboubi et le président de l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et de l'artisanat Samir Majoul, et pour cause. Les trois partenaires sociaux ont signé un contrat social ce vendredi 12 août 2022 au palais du gouvernement à la Casbah. D'après un communiqué de la présidence, l'objet de cet accord, je cite, est un contrat de persévérance pour affronter les défis sociaux, économiques et financiers exceptionnels avec toutes leurs composantes et pour soutenir la souveraineté nationale et l'indépendance de la décision nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.